Situation de famine pour 500 000 des 2,1 millions d'habitants de la bande de Gaza, selon les experts du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire affilié aux Nations Unies. Des spécialistes du génocide accusent formellement Israël d'en commettre un. Une résolution a été adoptée à une majorité écrasante. La justification de la légitime défense n'est plus d'actualité. Le plan des États-Unis pour l'après-guerre à Gaza est évidemment très controversé pour le transformer en un centre touristique et technologique. Il faut voir le Washington Post pour tous les détails. Des mandatés par l'ONU ont condamné les disparitions forcées de plusieurs Palestiniens dans des sites de distribution gérés par la Fondation humanitaire de Gaza. Sollicité par l'AFP, le département d'État américain n'a pas répondu. L'ONU a également mis en garde contre des mesures qualifiables de nettoyage ethnique à Gaza. Et la Croix-Rouge a mis en garde samedi 30 août Israël contre une évacuation massive de la population de la ville de Gaza et prévient qu'un tel projet est impossible et incompréhensible. Hier matin, Israël a annoncé qu'ils allaient bombarder plusieurs immeubles avant de continuer à entrer dans la bande de Gaza, qui est déjà occupée à 40%. Et dans la soirée, ils ont commencé à bombarder le premier immeuble. Il faut savoir que ce sont des immeubles, des tours très importantes, puisque, comme vous savez, Gaza et la bande de Gaza est surpeuplée, et que ces immeubles, ils font entre 100 et 200 appartements, d'après ce que j'ai lu. Vous le savez, en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est assiégée, déplacée de force, menacée par les colons et l'armée israélienne, et l'expansion des colonies se poursuit sans relâche. Les colons, toujours emmenés par Bezalel Smotrich, ministre suprémaciste des Finances, souhaitent une annexion complète de la Cisjordanie occupée, et certains colons sont déjà à pied d'œuvre tous les jours pour mettre en place cette politique d'annexion. Donc Smotrich, là, dont je vous parlais, il propose d'exercer la souveraineté d'Israël sur 82% des territoires occupés. C'est-à-dire qu'il laisse Naplouse, Ramallah et Bethléem en dehors du circuit de l'occupation. En 2018 notamment, quand les États-Unis de Donald Trump ont déclaré reconnaître Jérusalem-Est et Ouest comme capitale d'Israël, sur le plan international, ce n'est pas légal. N'empêche que personne ne s'est opposé aux États-Unis et personne n'a décidé, parmi les États européens et autres, de s'opposer à cette annexion et de mettre des sanctions à Israël qui bafoue le droit international depuis sa création en 1948. La situation, toujours très tendue à Hébron, puisque je vous signale, si vous ne le savez pas, dans cette ville d'Hébron, les colons sont dans la vieille ville elle-même. Ils ont conquis les maisons les unes après les autres et ils contrôlent l'entrée du patriarche, du tombeau des patriarches qui appartient à toutes les religions puisque c'est le tombeau d'Abraham. Et ce jour-là, mardi, ils ont même eu le culot de saccager la maison du maire et de l'emprisonner, en prétendant que ce maire était un islamiste radical qui soutenait le Hamas et que c'était donc un terroriste. En fait, les infos que j'ai lues par ailleurs dans le monde, ce maire, comme pratiquement tous les maires de Cisjordanie, est quelqu'un qui appartenait au Fatah, donc à l'autorité palestinienne. Et en général, les maires, d'après ce que je connais en Cisjordanie, sont agréés par l'autorité palestinienne. Donc, les alentours d'Hébron et sa banlieue, l'armée est partout. Les accès à chaque entrée de ville ou village sont soumis au bon vouloir des soldats. Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme.
et on fait le tour des endroits où on peut passer et où on ne peut pas passer. C'est eux qui décident quand ça passe et quand ça ne passe pas. Qui passe et qui ne passe pas. 1000 multinationales jouent un rôle moteur dans le génocide à Gaza. C'est ce que dénonce un rapport de Francesca Albanese, haute fonctionnaire de l'ONU. Le mensuel Alternative économique du 26 août commente: si l'argent est le nerf de la guerre, le capitalisme est la colonne vertébrale d'une mécanique génocidaire. Francesca Albanese, aussi courageuse que soient ses prises de position, n'a rien d'une révolutionnaire. Les faits qu'elle rapporte montrent que les flux de capitaux et de technologies alimentent l'appareil militaire israélien, sont impliqués des multinationales telles que Chevron, Gaz, Lockheed Martin, Armement, Caterpillar, Hyundai, Construction, IBM, Surveillance numérique, Vanguard Alliance Finance, Google, Microsoft, Amazon, Cloud et Intelligence artificielle. Les capitaux qu'elles fournissent ont permis à l'économie israélienne de ne pas s'effondrer, explique Albanese. Car le génocide à Gaza nécessite une explosion des dépenses militaires, tandis que le secteur du tourisme s'est effondré. Résultat, un déficit budgétaire record de 8,2% en 2024. Malgré cela, souligne Alternative économique, le rapport démontre la rentabilité de la guerre. En moins de 2 ans, l'indice de la bourse de Tel Aviv a bondi de 179%, malgré la crise budgétaire, la dévaluation du shekel et les appels au boycott. Les secteurs de l'armement, du numérique et de l'économie sont notamment responsables de cette flambée. Vous avez bien entendu, la rentabilité de la guerre, l'économie du génocide. La barbarie à Gaza montre à l'humanité tout entière qu'à l'avenir lui réserve l'agonie du système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. Ce texte a été écrit par un étudiant en pharmacie, lauréat de plusieurs prix littéraires, qui s'appelle Mohamed Younes, qui s'est suicidé en 2017 à Gaza à l'âge de 21 ans. En rentrant chez moi, après m'être échappé au beau milieu d'une conférence, comme quelqu'un qui fuirait un champ de bataille, j'ai repéré un taxi collectif qui semblait m'attendre. J'ai laissé passer plusieurs voitures avant de prendre celle-ci. Allez savoir pourquoi je l'ai choisie. Sur le siège avant, près du chauffeur, était assis un homme, la cinquantaine, le parfait modèle du père, avec son allure posée et sa chevelure grisonnante, qui l'aidait à jouer le rôle avec professionnalisme. Quelques mètres plus loin, la voiture s'est arrêtée pour embarquer une femme, la quarantaine. J'ignore pourquoi j'ai pensé qu'il s'agissait de l'épouse du monsieur assis devant. Sans doute cet amour qui me fait voir dans toutes les femmes une mère et qui m'a fait penser qu'elle en était une. Un peu plus loin encore, le taxi a pris une étudiante d'université qui s'est installée près de la femme. Aucun de mes compagnons de mauvaise fortune n'était avec moi pour faire des commentaires déplacés. Alors j'ai pensé qu'elle pouvait être ma sœur. Peut-être la fille d'une épouse cachée de mon père. Le chauffeur nous a prié de l'excuser, de faire un petit détour pour prendre un passager de plus. Il s'est arrêté devant une école maternelle. Il a éteint le moteur de la voiture mais a laissé la radio allumée. J'ai glissé le regard vers les autres passagers. Le silence s'était installé comme lors d'un repas de famille un peu pesant. Un enfant est venu vers nous en sautillant tout essoufflé, 5 ans peut-être. La jeune femme de 20 ans l'a pris dans ses bras, enjouée, comme si c'était la première fois qu'elle voyait un enfant. Je les regardais rire ensemble. Elle a surpris mon regard mais a continué de sourire. J'étais plein de reconnaissance à l'idée d'être un membre de cette famille provisoire. Puis, les passagers ont commencé à quitter la voiture, l'un après l'autre, à des étapes différentes. Peu à peu, ma nouvelle famille se dispersait, disparaissait. Je ne savais pas à quel arrêt je devais descendre moi-même.
J'étais le dernier passager et lorsque je suis descendue, j'ai réalisé que je n'avais pas de chez moi. Shukran. Merci.